petite rétrospective de 2024 d'un point de vue historique. Tout ce qu'on a fêté en 2024, ne vivez pas encore dans le regret de ah mais j'aurais pu faire ça, ah j'aimerais bien faire ça. Faites-le, faites-le même si vous le faites mal. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Napoléon déclare alors à ses soldats « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de triomphe ». Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Historiquement Français, le podcast qui parle d'histoire, de gastronomie et de tradition française. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 7, le dernier de 2024, puisque nous sommes aujourd'hui le mardi 31 décembre. Voilà, c'est tout simplement le dernier épisode. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Vraiment, ça va être un épisode riche. Je vous ai préparé pas mal de trucs. En tout cas, cet épisode va être un épisode bilan, je pense. Voilà, bilan de plein de choses. Et au passage, vu qu'on est le 31 et que nous avons dépassé Noël, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que ce soit en famille, en grand banquet de famille, en famille un petit peu plus restreinte. Bref, j'espère que vous avez passé un très bon cadeau de Noël, que vous avez eu des bons cadeaux aussi, des très bons cadeaux, pas des cadeaux, pas des cadeaux de merde action, mais voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. Vous avez bien mangé, de la bonne gastronomie, tout ça, de la bonne bouffe française, du bon vin pour ceux qui sont un peu amateurs de vin, de bière ou que sais-je. Mais justement, on va en parler dans la première rubrique. Au programme, qu'est-ce qui est prévu pour cet épisode ? Je vais essayer de le faire un petit peu plus court que d'habitude, je sais pas, on verra, ça tombe, je vais discuter d'énormément de choses. Et voilà, c'est voilà, épisode freestyle aujourd'hui, dans le sens, enfin en fait un peu comme tous les épisodes, enfin dans le sens où, dans le sens où en gros, il n'y a pas de les rubriques habituelles. J'ai décidé, là j'en ai prévu 4, voilà, 4, c'est Noël, on sauce par ici, donc ce sera les 4, il y aura 4 rubriques au total. La première, c'est la découverte de la semaine. En gros, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai mangé au repas de Noël. Non, peut-être pas, c'est plus ce que j'ai bu niveau vin, parce que là il y en a eu pas mal et on s'est bien fait plaisir avec mon père. C'est un peu notre coutume de l'année, notre tradition de l'année de sortir les bonnes bouteilles, de juste se retourner l'estomac. Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de boire du bon vin, hein, surtout. C'est pas du tout recherché, mais prendre... bon, je vous raconterai, voilà, vous inquiétez pas. Ensuite, une petite rétrospective de 2024 d'un point de vue historique. Tout ce qu'on a fêté en 2024, ça peut être les 200 ans de je sais pas qui, les 500 ans de trucs, les 80 ans, les 70 ans d'un événement. J'ai fait des recherches et du coup, je vais tout vous résumer, histoire que vous ne quittiez pas 2024 aussi bête que vous l'avez commencé, au moins un minimum. Je vais faire une petite rétrospective 2024 plus personnelle, moi, de toute l'année 2024, qu'est-ce que j'ai pu faire. J'arrive pas à le faire comme ça personnellement, j'ai besoin de garder une trace, et je pense que ce podcast, vu que c'est le mien déjà et que je fais ce que je veux, c'est un moyen pour moi de me souvenir un peu de tout ce que j'ai fait en 2024, comme quoi 365 jours, ça passe, et que voilà, une petite fierté pour savoir si je peux sortir fier de 2024. Et puis on terminera par une phase de questions, de remarques et d'annonces, parce que oui, j'ai des annonces à faire, restez bien jusqu'à la fin, et oui, je fais exprès pour le saint algorithme, mais j'ai des annonces importantes pour le podcast qui va prendre une nouvelle tournure, et donc j'ai hâte de vous les annoncer. Je suis assez content de proposer ça, de faire évoluer un petit peu le podcast. Donc, on est bon. On est très très bon même. Bon, pas plus de blabla. Et commençons par la rubrique numéro 1. La découverte de la semaine, c'est parti. Alors,
Alors, ce repas de Noël. Déjà, j'espère qu'il s'est bien passé pour vous. Moi, ça s'est très bien passé. Ça s'est très très bien passé et je peux vous dire que là, j'en peux plus, j'en ai marre de boire de l'alcool. Parce qu'en fait, vraiment, on en a bu à tous les râteliers, à tous les coins. Ce que je veux dire par là, après avoir bu mon petit café, oui, et ben, vraiment, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir avec mon père. On a vraiment sélectionné les bouteilles qu'on voulait boire pour tel plat. Donc je vais vous lister ça assez rapidement. Voilà, c'est pour par curiosité si jamais vous voulez découvrir un peu de vin aussi de votre côté. Je pense que je pense que ce serait pas mal du tout. Alors, au niveau de l'apéritif, on était parti sur quoi? Je crois on était parti directement sur un vin plutôt. Alors, c'est un liquoreux. Liquoreux. C'est assez sucré. Alors, je saurais plus donner la différence entre du moelleux, du liquoreux. En tout cas, c'était un bon vin sucré qu'on prend notamment avec les fruits de mer. Ou même avec le foie gras au passage. Alors, non, les fruits de mer, généralement, on prend plus du vin blanc sec. Là, il me semble. Donc là, c'était un liquoreux. Qu'on a pris avec l'apéro. Qu'est-ce qu'on avait pris à l'apéro déjà? Ah oui, j'avais ramené de l'andouille normande. Je sais pas si c'est de l'andouille de Vire, mais en tout cas une bonne andouille normande. Et on a bu ça avec de la fleur d'aurore. Donc en fait non, c'est pas fleur d'aurore. Je suis désolé, je commence très mal. Un Samaker, voilà, un Samaker, c'est un Bordeaux. C'est fleur d'aurore. Il était élevé en fût de chêne, celui-là, un de 2022. Alors on peut les garder bien plus longtemps. Mais là, c'était un Samaker fleur d'aurore. Donc un domaine au Bordeaux, dans le Bordelais. Il était très très bon au passage, vraiment très très bon à l'apéro. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? Je crois que il y avait du cidre aussi. Voilà, le petit cidre normand, il fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre après? Je crois qu'on a pris un vin blanc sec. Puis là, j'ai un trou de mémoire maintenant que maintenant que j'y pense. Ah, c'était un Riesling. Voilà, on a pris un Riesling classique, mais très efficace. Ensuite, pour tout ce qui était saumon, fruits de mer. Voilà. Ensuite, il y a eu le chapon. Alors, le chapon, c'est vraiment un plat traditionnel qu'on fait à Noël, normalement, tout le temps. Le chapon, le bon gros chapon. Et normalement, là-dedans, on vient mettre de la farce dans le chapon. Et c'est d'un délice. Oh mes pauvres, si vous ne savez pas c'est quoi, vous ne savez pas ce que vous ratez, je vous recommande de le faire. Ça recommande une certaine préparation, un certain savoir-faire en cuisine, faut pas se mentir. Mais c'est vraiment excellent. Et avec ça, on avait pris un... Qu'est-ce qu'on avait pris Ah oui, un Moret Saint-Denis de 2014. Et alors là, qu'est-ce qu'il était bon, putain. Alors un Moret Saint-Denis, c'est un vin de Bourgogne, un grand vin de Bourgogne, qui date de 2014. Donc la bouteille avait 10 ans. Donc là, il était excellent. Vraiment, plus on prend un vin avec des certaines années passées, plus il est doux, plus ça ressort ça attaque moins au palais déjà, et puis il est beaucoup plus doux et il y a beaucoup plus de saveur qui en ressort dans la bouche. C'est vraiment, on a kiffé ça du début à la fin. On a bu ça avec ma soeur et mon père. C'était incroyable. La bouteille était nickel, je vous recommande. Un Moret Saint-Denis. On en avait déjà bu une bouteille de Moret Saint-Denis l'année dernière, mais celle-là datait de 2018, je crois, et est tout aussi bonne. Hein. D'ailleurs, au passage, elle était vraiment incroyable. Mais je peux vous dire qu'un Moret Saint-Denis de 2014, là, 10 ans d'âge, le prix, on est à peu près sur une centaine d'euros. Voilà. Je vous annonce le prix comme ça rigole zéro. Bah, de toute façon, c'est les grands vins de Bourgogne, hein, faut le savoir. Les vins de Bourgogne, ça vaut vraiment très très cher. Ça se garde pas longtemps, contrairement au Bordelais. Par contre, ça vaut vraiment très très cher, hein, parce que on pourra avoir toute une vidéo en fait sur les vins de Bourgogne. Mais c'est vraiment de par le fait que c'est par rapport là où le raisin est cultivé, la terre, ah punaise. Le fait que la terre soit hétérogène, le fait que sur 100 mètres carrés, la terre est tellement homogène que du coup chaque grappe de raisin est tellement différente. On aura le temps d'en raconter, mais c'est ce qui fait aussi que les vins de Bourgogne valent assez cher.
Et puis oui, il y a la route des grands vins, il y a un certain prestige derrière. Ça vient pas de rien, c'est comme c'est comme le champagne. Le champagne qui est fait en Champagne. Il y a certaines vignes qui sont vraiment exceptionnelles et on en parlera juste après parce que oui, il y a eu aussi du champagne. Bon, ça c'était le lendemain, mais bref. Donc ça, là, ce que je vous raconte, c'est le 24 au soir. Donc un petit Moret-Saint-Denis là. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon! C'était magnifique avec le chapon servi. C'est vraiment si vous voulez faire un truc traditionnel pour Noël, c'est vraiment le plat traditionnel avec un bon vin rouge. Vous sortez le vin rouge que vous avez gardé depuis longtemps là, parce que c'est l'occasion qui fait que il était incroyable ce Moret Saint-Denis. Je vous recommande Moret Saint-Denis. Très bon vin de Bourgogne au passage. Et plus donc comme je vous disais, vous pouvez l'acheter jeune. Vous pouvez en acheter un de 2023, 2022. Là déjà il va commencer à valoir assez cher, hein, je pense dans les 30-40 euros. J'ai pas l'idée de prix, la fourchette de prix, mais franchement un vin de Bourgogne, vous commencez à 25 euros, hein, vous commencez pas en dessous, hein. Peut-être 20 euros pour les plus chanceux, mais vraiment vous commencez à partir de 25 euros et vous montez jusque dans les... Voilà, après ça monte très haut, hein, jusque 60, 80, 90, 100, voire au-delà, hein. Attention, ça peut aller bien plus haut que ça, mais... voilà, vous pouvez l'acheter jeune et puis le conserver. Alors ça dépend encore une fois du cépage, ça dépend encore une fois des recommandations de chaque vigneron. Mais grosso modo, si vous la gardez entre 5 et 10 ans, quand vous l'ouvrirez au bout de 5-10 ans, vous pouvez commencer déjà à avoir une bouteille qui est plutôt bonne. Franchement, je vous le dis, c'est très très bien là-dessus. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a bu d'autre après? Je crois que... après, on a pris le fromage avec. Et je vous avoue qu'après, on était tellement fatigués parce parce qu'en fait, on a bossé... le 24 aussi, on bossait. On était tellement crevés qu'en fait, on a pris... mes parents ont pris vite fait un fromage, mais après, on allait se coucher direct. On a attendu minuit, histoire de mettre le petit Jésus dans la crèche. Et on allait se coucher direct parce qu'on était crevés. On avait une journée de zinzin. Donc oui, c'était pas le meilleur réveillon, entre guillemets. On n'a pas veillé très tard parce qu'on était très fatigués. Donc voilà. Mais le lendemain, on a remis le couvert. Et là, du coup, on a repris du Saint-Macaire, pareil, en apéro. On a pris... qu'est-ce qu'on a pris? Je crois que c'était... On a pris un autre vin blanc sec, mais on n'était pas obligé, parce que là, cette fois, on a pris du foie gras du Périgord, qu'on est allé récupérer. Quand j'étais parti dans le Périgord, je vous confère l'épisode... c'est l'épisode combien? Ça doit être l'épisode 3, si je dis pas de bêtises, de ce podcast sur le Périgord. Vous savez que le Périgord, c'est un endroit où le terroir est connu pour tout ce qui est à base de canard, donc notamment le foie gras. Donc on a ouvert le foie gras du Périgord. Putain, une masterclass, on a bu ça. Je crois qu'on a bu ça avec, pareil, un vin blanc sec, alors qu'on aurait pu prendre un liquoreux aussi. Je crois que c'était encore... Ah non, on avait... oui, celui qu'on a bu, c'était un chardonnay, pareil, de Bourgogne, qui vient de Bourgogne, de Beaune. On l'avait eu avec ma sœur quand on avait fait le semi-marathon des Grands Crus, donc qui est en Bourgogne, pareil, en Côte d'Or. En fait, quand on participe, ils nous offrent une bouteille de chardonnay. Alors la bouteille, j'ai regardé, elle valait 10 euros, 10-15 euros. Bon, en même temps, il fallait pas s'attendre à un Gevrey Chambertin à 40 balles qu'ils nous offrent, bien sûr. Mais franchement, pour son prix, il était de... merde, j'ai fini la bouteille. Je crois qu'il était de 2022, si je dis pas de bêtises. Franchement, il était très très bon. Un petit vin blanc sec. Nickel. C'est Nuiton Beaunois. Un chardonnay. Voilà, c'est la référence de bouteille, je vous la donne. Je ferai peut-être un réel, si j'ai le temps. Hein. Si j'ai le temps, un résumé des bouteilles que je vous recommande. Mais voilà, c'est Nuiton Beaunois, de 2022, un chardonnay. Très très bon. Vraiment, il était très très bon, très simple. On s'était dit, franchement, pour ce prix-là, ça valait largement le coup. Donc on a bu ça. Et après, je crois qu'on s'est resservi du Moret Saint-Denis. Ouais, on s'est resservi du Moret Saint-Denis parce qu'il en restait. Donc voilà, c'était très très bon. Et donc on a terminé ça au fromage et on n'avait pas pris de digestif. Non, on n'avait pas pris de Dijon. J'ai hésité à en prendre du Calva, mais non. Non, c'était très bien. Et puis pour le fromage,
Pareil, on avait pris du Moret Saint-Denis et les jours d'après, on a pris du Pommard. Le Pommard, pareil, c'est un vin de Bourgogne. Alors oui, il y a énormément de vins de Bourgogne parce que en fait, j'ai de la famille en Bourgogne, donc forcément, voilà, ça sauce les vins de Bourgogne. Et puis bon, là où je suis originaire, c'est-à-dire la Picardie et où j'habite actuellement en Normandie, disons que les vins, c'est dans ces deux régions-là, c'est pas ce qui est cultivé en fait, c'est pas ce qui est fabriqué. Donc en fait, le Bourgogne, voilà, on a des standards élevés ici. Les Bourgognes, ça vaut cher, mais au moins, on est sûr. Bon, il y avait un peu de Bordelais, hein, bien sûr, et il y a un peu d'Alsace avec le Riesling qu'on a bu. Mais oui, grosso modo, le Pommard dans les jours d'après qu'on a bu. Et pareil, le Pommard était très bon, c'était un 2022, je crois. Pareil, très très bon. J'essaierai de vous envoyer la référence de la bouteille. Vraiment excellente. Et puis, donc pour le fromage, alors là, le fromage, c'était. Moi, j'ai saucé parce que bah, forcément, Normandie oblige, on est là. Donc là, j'avais sorti le Neuchâtel, le Pont-l'Évêque et un camembert. Je les ai sortis peut-être 1 à 2 heures avant, histoire que ça s'affine. Ça dépend ce que vous préférez en fait. Si vous aimez bien les fromages, si vous aimez bien que vos fromages soient plâtreux, déjà demandez au fromager qu'ils soient plâtreux plutôt jeunes. Comme ça, au moins, vous les avez plâtreux, c'est ce que vous aimez, tant mieux. Et si vous les affiner, bah, vous les sortez du frigo, je sais pas, peut-être. Alors généralement, on recommande de les laisser dehors, donc dans une espèce de cagette pour affiner. Bon, si vous voulez que ça aille plus vite, vous mettez ça à température ambiante chez vous, peut-être 1 à 2 heures, vous inquiétez pas, ils seront bien affinés, ils vont bien puer. Donc franchement, allez-y. Moi j'ai pris du Normand, c'est valeur sûre. Après, il y avait des connaissances à ma sœur qui sont originaires du Jura, qui nous avaient ramené du Morbier affiné, du Morbier et du Comté fruité et vieux. Ça c'est pareil, ça c'est mes fromages préférés, putain. Oh là 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 là. Mais j'avais surtout, je pense que on avait surtout, je me souviens plus, si on avait pris un peu tous ces fromages là. Donc niveau fromage, on était carrément servi. Puis bon, après la bonne vieille bûche de Noël avec avec le champagne, putain, j'allais oublier le champagne. Oui, oui, j'allais oublier le champagne. Oui, bah oui, bien sûr. Parce que ma copine a de la famille qui a des terres en Champagne et donc elle nous avait offert 2 bouteilles de champagne. On en a goûté à une, c'est du Palmer. Pareil, je vous dis le prix, le prix il est un peu élevé, hein. Je crois qu'on avait regardé, c'était genre 70 balles la bouteille de champagne. Elle était putain excellent. Je suis pas trop fan de champagne de base, mais alors franchement pépite. Franchement pépite, elle nous a régalé. Un Palmer, pareil, un champagne, c'est excellent. Je vous recommande. C'est banger, voilà. C'est tout à fait banger. Donc voilà un peu tout ce qu'on a bu un peu pour le repas de Noël. On n'a pas. Oui, donc il y avait une bouteille pour l'apéro, une bouteille pour les fruits de mer, une bouteille pour le plat principal. Normalement, il devait y avoir une bouteille différente pour le fromage et le Dijon, mais après, vous savez, au bout d'un moment. En fait, vous faites ça quand vous êtes, vous êtes en famille nombreuse. Parce que là, en fait, vous prenez un verre par-ci, un verre par-là. Bah là, vous voyez, le problème, c'est qu'en fait, on était quatre. Bah, en fait, il y avait, il y avait mes parents, moi et ma sœur. Donc en fait, on n'était que trois à boire. Donc c'est assez compliqué. Et encore, plus deux et demi. Donc c'est un petit peu compliqué de déboucher autant de bouteilles. C'est un peu, au bout d'un moment, juste le bide, il est retourné. Puis bon, au bout d'un moment, ça commence à tourner. Donc ouais, on a pris par exemple le vin rouge, c'était le plat plus fromage. Ça me paraît, c'est très bien aussi, hein. Faut être raisonnable aussi, quand même, un minimum. Mais voilà, en tout cas, c'était bon petit repas typiquement français. Voilà, on aime bien garder des traditions un peu françaises niveau des repas. Mais franchement, nickel. Voilà, donc vous avez toutes les références, j'essaierai de vous les envoyer si j'y pense. En tout cas, n'hésitez pas à réessayer, à noter un peu tout ce que j'ai dit, puis ça pourra faire, vous pourrez vous en inspirer pour le repas de Pâques par exemple qui va arriver en avril. Oui, je crois que c'est en avril, je sais plus quelle date c'est.
Mais bon, pour résumer, apéro, Saint-Macaire, un Bordelais, voilà, fleur d'aurore, je crois que c'était ça. Wrestling, on a pris pour un autre repas, donc c'était wrestling ou Nuition Beaunois, un chardonnay, Bourgogne. Moret-Saint-Denis, Bourgogne. Un pommard aussi, si vous voulez, Bourgogne, pareil. Voilà. Et Champagne, Palmer. Tout simplement. Voilà. Vous avez le résumé. Je vous laisse ça. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Et ben, écoutez, c'est déjà pas mal. On est déjà à 20 minutes. C'est déjà pas mal. Je pense que j'ai assez parlé de mon repas de Noël. Non, mais sinon, au niveau de mes cadeaux, pareil, j'ai eu des bons cadeaux. Je suis content. D'ailleurs, vous le voyez sur la miniature de ce podcast, mais ça fait partie des cadeaux que j'ai eu pour Noël. Donc, j'ai eu un pull en coton Terre de France. Et Terre de France aussi, le livre de Jeanne d'Arc. Alors je tiens à préciser que je suis absolument pas sponsorisé par Terre de France, pas du tout. Je leur fais de la pub gratos, mais sachez qu'ils font vraiment des excellents produits. Là je l'ai essayé, le pull, il est super confortable, il tient vraiment chaud. Donc, et puis il est stylé, voilà. Il y a le petit logo de l'Oriflamme. Je vous laisserai chercher ce que signifie l'Oriflamme, mais grosso modo, je crois que ça représente... Je dis à chaque fois je crois parce que je veux pas dire de bêtises. De toute façon, vous me rectifierez si je dis bêtises. Mais ça concerne la bannière, le drapeau, l'étendard de l'armée royale de l'Ost royal lorsque le roi appelle tous les seigneurs, duchés, comtes à se rassembler dans l'armée royale, l'armée du roi de France, et ils utilisent l'oriflamme. Je crois que c'est la flamme de Saint-Denis. C'est Lost en fait tout simplement, et ça je crois que ça date de Charlemagne. Voilà, c'était pour la petite précision. Voilà, donc leurs produits sont vraiment exceptionnels, tout est fait en France, donc ça c'est vraiment stylé. Même le livre, enfin absolument tout, donc je vous recommande d'y aller pour un futur cadeau que vous avez envie d'offrir. C'est un bon cadeau à faire, donc voilà, il y a plein de choses sur ce site. Voilà, vous irez regarder par vous-même. Voilà. Et ben, on va passer à la deuxième rubrique, la rétrospective historique en 2024. C'est parti. Alors, la rétrospective 2024. Donc, qu'est-ce que nous avons fêté en 2024 ? Je vais prendre un petit verre de café. Voilà. Et ben on va commencer du plus ancien au plus récent. 1124, ça fait 900 ans. Naissance d'Aliénor d'Aquitaine. Voilà. On fête les 900 ans de la naissance d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine qui est cette femme. Il s'agit tout simplement d'une femme qui a été mariée au roi Louis. Je sais plus si c'est Louis VII ou Louis VI. Faut que j'aille regarder. Je suis désolé, mais là, c'est, je suis obligé d'aller regarder. Aliénor d'Aquitaine, qui a été l'épouse de Louis VII. Voilà, Louis VII le jeune. Et après, qui a été reine de France et reine d'Angleterre en même temps. C'est ça qui est incroyable. Parce qu'il y a eu une embrouille en fait avec Louis VII le jeune lors de la croisade. Alors je sais plus si c'est la deuxième croisade, si je ne dis pas de bêtises. Je pense que c'est... Attendez, je suis vraiment désolé, mais c'est pour la... je me demande si c'est pas... Attendez, je suis en train de chercher parce que je crois que c'est... Je sais plus si c'est la deuxième croisade. Voilà, exactement. C'est la deuxième croisade où il y a eu embrouille avec Aliénor d'Aquitaine. Et du coup, ils ont divorcé, ce qui était normalement pas possible à l'époque. Mais il y a eu embrouille, il y a eu un truc un peu bizarre qui s'est passé. Et du coup, elle s'est mariée au roi d'Angleterre juste après, Henri II. Et en fait, c'est ce qui a commencé à devenir de sérieux problèmes pour la couronne de France, puisqu'en fait... ils avaient déjà la Normandie et l'Angleterre forcément, et donc là en faisant ce mariage il y a toute la façade aquitaine et angevine qui devient tout simplement anglaise.
Donc en fait, il y a la moitié de la France qui devient anglaise à la suite de ce mariage-là, ce qui va commencer à poser de sérieux problèmes par rapport voilà, ça va entraîner beaucoup de rivalités. Et donc c'est ce qui voilà, c'est ce qui mènera après à beaucoup de batailles avec Philippe Auguste et après la guerre de 100 ans, évidemment. Donc voilà un peu Aliénor d'Aquitaine, qui c'était, pour vous remettre un peu de contexte. 30 avril 1524, nous fêtons malheureusement la mort du chevalier Bayard, les 500 ans de la mort du chevalier Bayard. Pourquoi qui est le chevalier Bayard ? C'est un des chevaliers le dernier des grands chevaliers du Moyen-Âge, qui est mort sous le règne de François Ier, qui a été, voilà, ça a été le début. En fait, ça a été la fin de la chevalerie telle qu'on la connaît avec les grandes armures, les boucliers, côtes de mailles, tout ça, parce que c'était, je crois que c'est à cette époque-là où il y avait l'apparition des premiers, alors c'est des, je sais pas si c'est les arquebusiers, mais voilà, des mousquets, des premiers fusils en fait avec le fusil à poudre. Et en fait, il s'est fait buter par, voilà, un fusilier quoi. Donc, mais tout de même, ça a été, c'est à la bataille de, alors je sais plus laquelle bataille c'est, mais ça a été une bataille décisive pour Charles Quint à l'époque contre François Ier. Mais toutefois, la mort de du chevalier Bayard, a permis de sauver une partie de la retraite de François Ier. Et au passage, c'était un des plus grands chevaliers français du Moyen-Âge, si ce n'est, je pense, le dernier. Donc je vous laisserai vous renseigner là-dessus. Mais voilà, c'est les 500 ans de la mort du chevalier Bayard. Alors là, on fait un énorme bond en avant, et ça n'a rien à voir. 22 mai 1924, nous fêtons les 100 ans. Nous avons fêté le 22 mai les 100 ans de la naissance de Charles Aznavour, vous le connaissez. Charles Aznavour, qui est un chanteur français très connu pour ses musiques. Alors, je vous rassure, je ne vais pas les chanter, mais c'est celle où c'est Emmenez-moi au bout de mes rêves, je crois que c'est ça, notamment pour ne citer qu'elle. Et au passage, qui est aussi un Arménien, voilà, qui a des origines arméniennes. Et donc, c'est plutôt logique. Les chrétiens arméniens, les chrétiens français. Donc je crois qu'il est venu en France du fait du génocide arménien qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, des chrétiens d'Arménie enfin des Arméniens en tant que tels quoi, par les Turcs, par l'Empire ottoman, par les musulmans. Donc la naissance de Charles Aznavour, les 100 ans, nous les avons fêtés le 22 mai. En tout cas, lui, c'est 1924. Voilà. Ensuite, 25 novembre 1924, nous fêtons aussi les 100 ans de... alors, c'est un petit peu particulier, là, on va passer du côté de la science, de Louis de Broglie. Alors, qui est Louis de Broglie ? Alors, si vous voulez chercher sur Internet, c'est Louis de Broglie, mais c'est de Broglie, on dit de Broglie. Qui est cet homme ? Eh bien, tout simplement, c'est un des pères fondateurs de la mécanique ondulatoire. Voilà, là, je vais vous ressortir vos bons vieux cours, vos bons vieux cours de physique, puisque c'est lui qui énonça le principe que tout corps peut être régi à la fois d'un point de vue ondulatoire, mais d'un point de vue corpusculaire. Voilà, c'est la fameuse dualité onde-corpuscule. Les physiciens pensaient avant que la matière pouvait soit être sous forme d'onde, soit sous forme de corpuscule. Lui, il arrive et puis il a réussi à démontrer à travers sa théorie que ça peut être, la matière peut être régie soit par les deux en même temps, tout simplement. Voilà, l'onde et ou corpuscule. Et en fait, c'est vraiment la mécanique ondulatoire. Ce principe-là est vraiment des éléments fondateurs de la mécanique quantique, en tout cas telle qu'on la connaît aujourd'hui, puisque vous le savez bien que en fait ça peut être les deux à la fois, mais ça devient l'un des deux une fois que l'œil humain intervient. Et d'ailleurs, ça peut avoir aussi une influence sur les instruments de mesure, etc. En fait, c'est assez... c'est comme le chat de Schrödinger. Voilà. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, soit le chat est mort, soit il est mort-vivant, soit il est vivant. En fait,
c'est lorsqu'on va ouvrir la boîte qu'on va savoir s'il est mort ou vivant. Mais tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on suppose et même on admet que le chat est mort-vivant. Voilà. Il peut être dans les deux états en même temps. C'est que lorsqu'on va venir prendre un instrument de mesure, donc ça peut être une caméra, ou ça peut être l'œil humain, ou ces deux états qui n'en fait qu'un au final vont se scinder en deux, soit il est mort, soit il est vivant. Donc là en fait c'est un peu le même principe dans le sens où tout corps peut être une onde, peut avoir des propriétés d'onde et de corpuscule. C'est lorsqu'on va venir mesurer, notamment sa théorie a été confirmée par, je crois que c'est l'expérience de la diffraction de Davidson et Germer, qui sont venus confirmer en fait ce double état onde-corpuscule de la matière. Voilà. Donc bon, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est un petit peu lointain pour moi. Enfin, j'ai de la chance parce que j'ai de la chance. Je suis à peu près bien placé pour vous l'expliquer parce que j'ai fait des études là-dedans. Donc ça me parle un peu plus. Mais voilà, retenez que Louis de Broglie, qui je ne savais pas, était un Français, un Normand, voilà, qui a énoncé cette théorie de la mécanique ondulatoire, qui est un des principes fondateurs de la physique quantique, et qui régit vraiment extrêmement de choses qui nous entourent, d'objets qui nous entourent actuellement aujourd'hui. Donc voilà, on fête les 100 ans de sa théorie. On passe au 6 juin 1944. Vous le savez, 6 juin 1944, 2024, nous avons fêté cette année les 80 ans du débarquement en Normandie. Voilà, même moi je l'ai fêté par le marathon que j'ai fait. Bon, ça sera la rubrique d'après justement. Et au passage, ça je ne l'avais pas noté, mais je suppose que c'est dans la même veine puisque nous pouvons fêter aussi les 80 ans de la libération de Paris en 1944. Alors je sais plus, je crois que c'est août 1944, si je dis pas de bêtises. C'est entre le 19 et 25 août 1944, exactement. Donc en fait, c'est pareil, les 80 ans de la libération de Paris. Voilà. On peut fêter ça en même temps, les 80 ans. Et on termine certainement, bon, ça, alors ça c'est pas vraiment français, mais enfin je vais vous expliquer pourquoi. Le 24 novembre 1974, on fête les 50 ans de la découverte du squelette Lucie, donc l'Australopithèque. Alors ça a été découvert en Éthiopie, donc c'est pas du tout français, mais toutefois, cette découverte a été co-gérée par une équipe internationale et dont en fait les principaux concernés sont les Français. Voilà. Donc là-dessus, on a quand même notre petite épingle du jeu à tirer, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà tout ce qu'il faut retenir. Les 900 ans de la naissance d'Aliénor d'Aquitaine, les 500 ans de la mort du grand chevalier Bayard, les 100 ans de Charles Aznavour, de la naissance de Charles Aznavour, les 100 ans de la théorie de la mécanique ondulatoire de Louis de Broglie, les 80 ans du débarquement, les 80 ans de la libération de Paris et les 50 ans de la découverte du squelette de Lucie en Éthiopie. Voilà, vous avez toutes les dates anniversaires qu'il faut retenir de 2025. Je pense que je ferai pareil l'année prochaine, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'était tout et on passe à l'autre rubrique, la rétrospective de 2024, mais cette fois elle est personnelle. Voilà. Alors, voilà, bon, là j'avoue c'est du narcissisme assumé. Bon voilà, c'est pour moi en fait, c'est une note à moi-même tout simplement de me dire voilà, j'ai fait tout ça en 2024. Histoire de me rendre compte un petit peu, j'ai du mal des fois à prendre du recul là-dessus, mais voilà, vous pouvez, voilà, c'est juste pour info, ça va pas changer votre vie, c'est juste pour moi, tout simplement. J'en profite, c'est dans le podcast, c'est le mien, je fais ce que je veux, donc voilà. Alors, on commence. Janvier, qu'est-ce qui s'est passé ? Janvier 2024, j'ai commencé ma prépa marathon, et oui. J'ai dû commencer mi-janvier, enfin j'avais dit début janvier, mais c'est oui à la mi-janvier j'ai commencé ma prépa marathon, c'est là où je me suis chauffé. Je me souviens le 1er janvier je m'étais dit ça, je vais faire un marathon, et le marathon de Caen, donc j'ai commencé en janvier. En février j'étais content parce que j'avais fini mes études et j'ai trouvé un boulot et j'avais validé ma période d'essai du boulot, voilà, donc j'étais content, j'étais officiellement embauché.
Et ça, c'est une victoire. Voilà, parce que j'aurais pu très bien me faire jeter. Et aussi, c'est là où j'ai commencé les douches froides. Et je me suis pas arrêté depuis en fait, en février. Voilà. Alors, et bien sûr, il y a des moments où j'ai pas pris de douche froide. Notamment, j'essaye maintenant le dimanche, vu que c'est un peu. Voilà, c'est le jour de repos le dimanche. J'essaye de m'autoriser le fait que le dimanche, j'ai pas forcément envie de prendre douche froide parce que franchement, se réveiller tous les matins et de trouver une disquette à son cerveau pour dire non, non, mais tu vas la prendre. Et que le cerveau essaye de disquette en mode non, non, mais t'inquiète, si tu le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mais et là, t'es en mode non, je vais prendre, alors qu'en fait, tu viens de te réveiller il y a 10 minutes. C'est. Voilà, je suis quand même fier de moi parce que j'ai vraiment quasiment tous les jours, à peut-être en jours cumulés 5-7 jours près, j'ai pris des douches froides tous les jours, j'étais au rendez-vous. Et ça, je suis fier et je compte bien continuer parce que ça fait extrêmement du bien au corps. Si vous voulez savoir tous les bienfaits de la douche froide, je vous recommande le podcast du Raptor, là, 10 000 pas, qui parle de ça dans sa saison 2, qui parle, vous prenez la rubrique, je crois que c'est quoi, c'est la rubrique d'Exascan, sur les bienfaits de la douche froide. Tout sera plus ou moins expliqué, puis après je vous laisse sur internet, il doit y avoir d'autres podcasts qui parlent de ça, notamment Eric Flagg, il s'y connaît pas mal aussi là-dessus. Donc je vous laisse aller voir. Mais moi, franchement, ça fait extrêmement beaucoup de bien. C'est pas facile, effectivement. Faut avoir la volonté de le faire. Mais on en ressort que plus fort. Voilà. Mars 2024, j'ai acheté ma première voiture. Voilà, c'est en mars où j'ai acheté ma première voiture. Et c'est là où j'ai commencé à travailler aussi sur mon podcast, tout simplement. J'ai commencé un petit peu à y penser. Ça me tentait bien et voilà, c'est là vraiment où les idées ont commencé à fuser un peu dans tous les sens. En avril, j'ai sorti mon premier réel de 2024, qui était celui où j'étais sur la plage de Honfleur en Normandie, et un autre réel aussi où j'ai fait un bandeau aussi, voilà, vous irez voir. Je note ça parce que quand même c'est quand même un sacré du sacré travail niveau montage et puis c'est toujours plaisir. Franchement, j'ai bien aimé. C'est ma rétrospective, c'est mes faits marquants, je dirais, de 2024. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. En mai 2024, je suis parti en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. C'était vraiment incroyable. J'ai vraiment kiffé du côté de les Côtes d'Armor, côté Plougrescan. Voilà, pas très loin de Tréguier. Tréguier, vous le savez, si vous avez écouté le dernier podcast, c'est une des villes qui ont été fondées par les 7 saints légendaires de Bretagne. Légendaires ou pas, hein, je ne sais pas. Mais voilà, je suis parti dans ce coin-là, c'était vraiment magnifique, je vous recommande d'y aller. J'ai pas fait de podcast là-dessus, il faudra peut-être que j'en fasse un. Bon, dites-le moi si ça vous intéresse. Juin 2024, le marathon de Caen. Et oui, le marathon de Caen. J'ai fait mon premier marathon. J'ai validé mon premier marathon. 3h46. Événement tout à fait magnifique. Beaucoup d'accomplissement, de fierté. 6 mois de boulot en fait. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'entre janvier et juin, j'ai pas raté. Mon fait marquant, c'est que j'ai fait toutes les séances. Je crois qu'il y en a juste une que j'ai pas faite, mais j'ai vraiment fait toutes les séances de ma prépa marathon. J'en ai pas raté une seule. Voilà, c'est le fait marquant aussi entre janvier et juin. Et j'ai terminé en beauté par le marathon de Caen. Une grosse fierté, voilà, parce que c'était les 80 ans du débarquement, comme je disais dans la rubrique d'avant. C'est les 80 ans, j'aime l'histoire, j'aime le sport, c'est un dépassement de soi. En fait, c'est très symbolique pour moi, parce que l'année d'avant, en 2023, j'avais fait le semi-marathon de Caen. Et quand j'étais arrivé à la fin, je m'étais dit, franchement, si je me chauffe, peut-être ce sera un marathon l'année d'après ou dans 2 ans, on verra. Parce que là, c'était 79 ans l'année d'avant, 2023. Et je me dis, ça me paraît un peu tôt en 2024, l'année prochaine, pour faire un marathon. Bon, on verra. Je suis déjà quand même fier de moi d'avoir fait un semi-marathon. Et là, en fait, je m'étais tellement chauffé. Marathon, j'ai réussi un marathon en moins de 4 heures, en 3h46, quasiment 45, j'avoue, j'étais
Ouais, enfin, c'est pas qu'il y a un goût. Non, il n'y a pas un goudinage fait. J'étais quand même très content de moi. C'était vraiment. Je vous recommande, c'est une expérience incroyable, vraiment très enrichissante. Très enrichissante d'un point de vue personnel, discipline. Si vous y allez à fond, ça va apprendre beaucoup de choses sur vous-même et même sur le monde de la course à pied, sur l'endurance. C'est là où vous découvrez peut-être ce que c'est se dépasser. Voilà. Faire se sortir de sa zone de confort. Je pense que c'est là où on découvre dans ces moments-là ce que c'est vraiment. Et je vous encourage franchement à le faire parce que si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Et j'ai un passif, bon, peut-être que je le raconterai un jour. C'est pas l'objet de ce podcast, mais voilà, moi j'étais pas du tout sportif à la base, j'étais même en surpoids, pas très loin de l'obésité. Mes proches pourront vous le certifier, même mes amis, mes plus vieux amis pourront vous le certifier. Et jamais j'aurais pensé que il y a 10 ans ou il y a 5 ans, même il y a 2 ans, 2-3 ans, j'aurais jamais pensé pouvoir faire un marathon. C'était pour moi quelque chose d'impossible à faire. Mais je l'ai fait et j'en suis extrêmement fier. Donc si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire. Voilà, encore une fois, ce qui vous bride, je pense, comme moi, c'est nous-mêmes, tout simplement. C'est notre volonté, notre amour-propre, je pense. Voilà. Et aussi, le fait marquant important de juin, c'est que j'ai lancé mon podcast en juin. Et oui, juin 2024, lancement du podcast. Voilà. Donc le podcast il a 6 mois en fait. Voilà. Donc voilà. C'est tout pour juin. Juillet, j'ai sorti deux réels de drone sur les côtes d'Armand, justement, par rapport à mes vacances en Bretagne en mai. Et j'ai fait un petit week-end dans les Vosges aussi où je suis allé voir un ami. Je vais faire une randonnée à Ribeauvillé, la randonnée des 3 châteaux. Très très beau au passage. J'avais un peu les boules parce que j'avais ramené mon drone. Et en fait, j'ai ma carte SD qui a fait je sais pas quoi, qui a fait un peu la merde. Et donc j'ai pas pu filmer, j'étais un peu dégoûté. Mais c'est très très beau à voir. Je vous recommande d'aller à Ribeauvillé. D'ailleurs, au passage, c'est là où j'ai goûté le wrestling du repas de Noël. Voilà, la cave de Ribeauvillé. Je vous recommande. En Alsace, c'est vraiment incroyable. Et d'ailleurs, je fais je passe le bonjour à mon pote qui habite dans ce coin-là, donc il y a un restaurant. C'est un restaurant. Ses parents gèrent un restaurant chinois, enfin un restaurant asiatique. Enfin c'est parce qu'il a des origines chinoises. Et excellent. Je vous recommande d'y aller. C'est pas du tout français, je le sais, mais faut dire les choses aussi quand c'est pas français, mais qu'elles sont bonnes. Le Soleil d'Or à Molsheim. Allez-y, Alexandre, je te passe le bonjour si tu écoutes ce podcast. Je vous recommande d'y aller et faire la randonnée des 3 châteaux à Ribeauvillé, c'est magnifique. En août, j'ai fait qu'est-ce que je raconte ? Je suis parti dans le Périgord. Non, parce que j'avais noté un truc. Et puis en fait, surtout le plus important, c'est que j'étais passé 15 jours dans le Périgord. Donc je vous invite à aller réécouter le podcast sur le Périgord. Je vais pas revenir dessus. Parce que là, on est déjà quand même à 40 minutes de podcast. Le tournage pour un fusil réel de drone qui va sortir bientôt. Voilà, je vous en parle pas plus, mais je suis allé faire un tournage, peut-être un des premiers vrais tournages que j'ai pu faire. C'était pareil, une expérience très enrichissante, voilà, sur ce que j'avais comme idée sur mon avenir professionnel, entre autres, et ça m'a permis vraiment de découvrir, voilà, peut-être que ce que je pourrais faire si je m'investis de manière professionnelle dans le drone FPV, donc à voir. En tout cas, c'était vraiment très très bien, ça a été une belle opportunité aussi. Et j'en ai profité, voilà, petit fait marquant, parce que je fais de la muscu. J'ai réussi à faire 6 reps à 50 kg au développé militaire à la barre, l'overhead press. Je suis très content parce que justement j'avais commencé à la barre à vide il y a 1 an ou 2 où c'était lamentable et là j'ai réussi à me lester de 20 kilos, 30 kilos en plus par rapport à la barre à vide, donc je suis à 50 kilos, j'étais très content de moi, c'était vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire l'overhead press, donc je suis fait marquant. Septembre, on arrive en septembre, le réel que j'ai sorti quand je suis allé manger devant un coucher de soleil normand avec le drone, ça pareil, c'était
Vraiment quelque chose, vraiment. Je sais pas pourquoi, quand je suis arrivé ici, bon, en même temps, il faut dire que je suis arrivé en Normandie, on était en octobre 2023, donc bon. Mais je me suis dit, oh punaise, pourquoi je pourrais pas sortir régulièrement, faire des trucs comme ça à l'improviste. Bon, déjà, c'est parce que c'est l'hiver, puis on n'a pas eu vraiment un été, pas qu'en Normandie, mais tout en France, qui était pas terrible non plus. Donc, bon, voilà, après, voilà, le petit réel, il était assez sympa, j'étais assez fier de moi, notamment sur le montage. Voilà, j'étais assez fier. Et aussi, autre fait marquant, bon, alors, au-delà que c'était mon anniversaire en septembre, j'ai fait une sortie, un trek, mon premier trek dans le Beaufortain, avec mon ami Basile, que je salue au passage, qui était tout simplement une expérience inoubliable. Je ne l'oublierai jamais. Enfin, je vais pas revenir là-dessus parce qu'il y a un podcast aussi qui est dédié où on a parlé tous les deux de ça pendant 2 heures. Donc je vous encourage à aller le réécouter. C'était une expérience vraiment inoubliable. J'en suis ressorti tellement plus fort, tellement plus revigoré. C'est pas pour rien, je vous encourage à aller le faire. Le Beaufortain, c'est très peu connu et moi je vous encourage à y aller. En plus, vous passez par la ville de Beaufort où vous pouvez aller prendre du Beaufort qui est carrément pas cher. Donc, allez-y là-dessus. Allez-y, allez réécouter. On passe en octobre, voilà, on a bientôt fini. Semi-marathon en Bourgogne, voilà. Comme je vous ai dit, le semi-marathon des Grands Crus. J'ai battu mon record de semi-marathon. Je sais que le premier, c'était celui à Caen. J'ai fait 1h49, mon tout premier semi-marathon. Là, en Bourgogne, j'ai fait 1h42. J'étais très content de moi. Et c'était un paysage vraiment à couper le souffle parce qu'on passe à travers les vignes, la route des vins de Bourgogne. Donc on passe à Moret-Saint-Denis. On est passé, je crois qu'on a débuté à Chambol-Musigny. Gevrey-Chambertin, Marsanais, tout ça, c'est des noms de grands vins de Bourgogne. À travers les vignes, c'était vraiment stylé. Le seul truc qui était un petit peu dommage, c'est qu'on arrivait, l'arrivée se faisait à Dijon, et en fait, pour arriver à Dijon, on est passé un peu par une zone industrielle. Enfin, c'était pas ouf. Franchement, c'était la fin qui était pas terrible au niveau des paysages. Mais franchement, la route des vins de Bourgogne en courant, en semi-marathon, c'était plutôt pas mal. D'ailleurs, petite pensée à ceux qui ont carrément fait le marathon, parce qu'en fait, c'est le parcours du semi, mais vous faites un aller-retour. Et là, en plus, ils passaient à côté de nous, c'est-à-dire qu'en fait, on courait, on était confondus en fait. Eux, ils sont passés, puis après, nous, on a fait le départ. Et en fait, ça doit être tellement frustrant. T'as déjà fait genre 30 bornes, et tu vois des mecs qui galopent, et ça doit être tellement frustrant pour toi. Puis, enfin bref, avec le mur des 30 km, ça doit être horrible. Donc, franchement, gros respect pour eux, parce qu'ils ont vraiment géré. Ensuite, on arrive au mois de novembre. J'ai fait un week-end au Mont-Saint-Michel. Je vous l'ai raconté pareil dans la vidéo sur Bretagne versus Normandie. N'hésitez pas à aller le revoir aussi. C'était magnifique, surtout d'un point de vue. C'était pas un week-end de la Toussaint, donc ça rendait les choses encore plus grandioses d'un point de vue religieux. Et fin du mois, je suis parti à Troyes, parce que c'est là aussi où j'ai fait mes études à Troyes. Et du coup, j'en ai profité pour aller prendre quelques saveurs de Troyes, notamment l'andouillette de Troyes, le chaours, la prunelle de Troyes. C'était, voilà, je vous recommande au niveau gastronomie, c'est très très beau, puis même la cathédrale a coupé le souffle. Franchement, je vous recommande d'y aller juste pour ça, puis aussi pour les magasins d'usine. Mais voilà, on y passe une journée, pas plus. Hein. Après, ça reste Troyes, il n'y a rien autour. Et pour finir le mois de décembre, et le 1er décembre, vu que c'était aussi le week-end où je suis allé à Troyes, en revenant, j'en ai profité pour aller faire le salon des vignerons indépendants à Paris. Pareil, alors c'est quand même quelque chose, hein, ce salon-là, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup. En fait, c'est tous les mecs, parce que en fait, peut y avoir des salons du vin, mais là, c'est les vignerons indépendants. Et en fait, les vignerons indépendants, c'est que ça ne dépend pas d'une grande chaîne de vin, et donc c'est gage d'une certaine qualité. Alors attention, je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas vignerons indépendants sont mauvais. Non, il y a des vins qui sont tout aussi bons quand ils ne sont pas vignerons indépendants, mais en règle générale, en fait, ils sont pas dépendants d'une, je sais plus trop comment ça marche cette histoire, mais du coup, ils sont pas dépendants. Enfin, on est sûr que déjà, on sait que c'est made in France, on est sûr, et ils sont pas dépendants. En fait, ils sont indépendants. Voilà, comme je l'ai dit, indépendants. Donc en fait, ils font ce qu'ils veulent, et en fait, c'est nous qui les faisons vivre par l'achat des bouteilles, de leurs bouteilles. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Donc
c'est gage d'une certaine qualité. Et là, voilà, on y allait avec mon père. C'est vraiment une très très bonne. C'est le moment en fait où vous pouvez vraiment avoir des bonnes bouteilles. En plus, à des tarifs réduits. Alors, ça dépend aussi des régions viticoles, parce que autant on peut avoir des réductions par exemple sur des vins. Voilà, ça peut être le bordelais, ça peut être des vins du Jura, ça peut être. Il y a quelques Dijon, si je dis pas de bêtises, tout ce qui est cognac. Voilà. Mais par contre, voilà, par exemple, quand on allait chercher le pommard qu'on a bu à Noël, bon, là, il n'y avait pas de réduction, c'est des vins de Bourgogne, il n'y a pas de réduction parce que les bouteilles, voilà, c'est des bonnes bouteilles, c'est des grandes bouteilles. Je trouve ça un peu dommage parce que notamment en Bourgogne, il y a le Chablis, et le Chablis, on a aussi des réductions là-dessus. Enfin bref, c'est comme ça. Dans tous les cas, je vous recommande d'y aller parce que en fait, c'est une bonne chose. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment c'est un moyen aussi de découvrir les vins de toutes nos régions. Ça représente un sacré budget quand même, hein, faut aussi tenir. C'est à Parc des Expositions, Porte de Versailles à Paris. Il y en a aussi à Reims, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, si vous êtes un peu amateur de vin, vous avez envie de découvrir le vin, vous pouvez y aller. Il y a vraiment absolument énormément de vignerons. Donc, puis ils sont sympas, ça discute avec vous, c'est bon enfant aussi. On peut goûter, voilà, si ça nous plaît pas, on vide notre verre dans une poubelle. Enfin voilà, vous pouvez, il y a des tarifs avantageux si on prend un carton de 6. Voilà, allez-y aussi avec des gens, voilà, allez-y à plusieurs parce que du coup, quand c'est des cartons de 6, vous pouvez en prendre deux chacun ou un chacun. Enfin, voilà, vous pouvez y aller. C'est vraiment, moi je vous recommande d'y aller, c'est très très bien. Et en plus, quand vous y allez une fois, peut-être que vous allez payer la place la première fois. Mais après, les vignerons, pour vous inciter à revenir et à racheter, du coup, ils vous offrent la place d'entrée à Parc des Expositions. Donc ça, c'est aussi, voilà, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool là-dessus. Et même c'était trop bien parce que c'était l'année dernière. On avait pris pas mal de bouteilles du bord justement c'est Fleur d'Aurore, donc le Saint-Macaire, le Bordeaux qu'on a pris à l'apéro au repas de Noël. L'année dernière, la vigneronne, je sais pas si elle dit la vigneronne, peut-être, bref. La dame nous avait offert un vin mousseux, voilà, un vin mousseux qu'ils avaient fait eux, et moi je l'ai pas goûté parce que mon père il se l'est gardé dans son coin, mais apparemment c'était très bon, voilà, donc ils nous ont offert. Des fois on peut avoir des bonnes surprises, donc je vous recommande d'y aller. C'est une très bonne expérience si vous voulez un peu découvrir le monde du vin, et les vignerons indépendants c'est gage d'une certaine qualité, donc allez-y, je vous recommande. Et enfin, pour finir, le dernier fait marquant de décembre, c'est les 100 vues du podcast. Voilà, les 100 vues du podcast. Le podcast a atteint les 100 vues. Qu'est-ce que je raconte ? Les 100 écoutes, pardon, les 100 écoutes. Je vous remercie sincèrement pour les 100 écoutes. Voilà, je pensais pas. C'est que voilà, il y a des auditeurs récurrents, il y en a des nouveaux. Mais en tout cas, je vous remercie très très sincèrement pour les 100 écoutes. Je pensais jamais en arriver jusque-là. Si j'avais fait 100 épisodes et que j'avais 100 écoutes, bon, là, j'aurais compris que ça aurait floppé. Mais là, voilà, je demande pas forcément d'avoir 1000 écoutes, 1 million d'écoutes. Juste, je vois qu'il y a un petit public qui est intéressé, un petit public, et moi, ça me convient très bien. Profitez-en aussi pour le partager, voilà, si jamais, encore une fois, ça vous intéresse, mais ça, bon, voilà, j'en parle pas plus parce que j'en parle juste après la dernière rubrique, la rubrique numéro 4, et on va déjà arriver à 1 heure, putain. Je pensais pas que j'allais parler autant à ce point-là, mais vraiment, c'est incroyable. Bon, on passe à la rubrique d'après, donc les questions et les annonces que je vais vous faire. C'est parti. Alors, donc, en parlant des 100 vues. Donc déjà, encore une fois, merci énormément. Je suis très touché, honoré que ça intéresse des gens. Voilà, mes podcasts qui sont pas trop, j'espère sont pas trop ennuyants, sont pas trop longs. Visiblement, vous revenez, il y a un public récurrent, donc merci à vous énormément, sincèrement. Je vous remercie beaucoup pour ces pour continuer, pour prendre du temps en fait tout simplement à écouter ce podcast. Voilà, je vous remercie sincèrement, et on va passer à la phase de questions parce que
Voilà, j'ai une ou deux questions qui me sont parvenues suite à mon post Insta. Donc, on a une question. Alors, c'était surtout mon ami Basile. Bonjour à toi d'ailleurs au passage. Il me dit très bonne émission et un plaisir à écouter. Merci frérot. Est-ce qu'il y aura des épisodes, des thèmes plus généraux, par exemple sur des grands événements comme la Révolution, la Renaissance ou autre? Oui, bien sûr. En fait, ça demande, ça dépend en fait comment je peux appréhender ce thème. Par exemple, la Renaissance, est-ce que je parle de la période qu'on appelle la Renaissance et est-ce qu'on la voit d'un certain type? C'est-à-dire que je vous donne les grandes dates, je vous donne les figures importantes. Parce qu'en fait, une période implique que ça demande alors déjà un travail conséquent, mais ça, à la limite, ça c'est mon dos en fait, donc je m'en fiche. Mais ça dépend aussi de ce qu'on veut voir derrière chaque thème de chaque grande période. Si, par exemple, tu me demandes, voilà, moi je veux voir la Renaissance, dis-moi toutes les batailles les plus importantes de la Renaissance, je vais te les donner. Voilà, si tu veux savoir les figures importantes de la Renaissance, je vais te les donner. Ou alors, si c'est un truc vraiment plus général, qu'est-ce qui caractérise la Renaissance? Ça peut être aussi ça que tu me demandes. Et ben dans ces cas-là, voilà, je vais te raconter que la Renaissance, qu'est-ce qui s'est passé en Renaissance, à la Renaissance en France. Voilà, je pense que vous le savez tous, hein, avec les châteaux de la Loire, François Ier. C'est les premiers trucs qu'on pense et ça peut être l'occasion de... Je sais pas si vous avez entendu mon chien qui est à côté. Ça peut être aussi l'occasion de parler de choses qui sont pas si connues que ça dans la Renaissance, parce qu'on parle beaucoup des châteaux de la Loire, etc. Mais d'autres événements qui peuvent être soulignés, qui ont fait aussi la grandeur de la France, qu'on y croit, enfin qu'on y a pensé ou non. Donc oui, ça peut être bien sûr. En tout cas, oui, ça... Bien sûr qu'il y aura des vidéos, tout ça pour répondre. J'ai mis un peu de temps à répondre, mais c'est un peu c'est un petit peu évasif comme réponse, évasif pardon. Mais oui, il y aura des vidéos sur des grands thèmes, évidemment, et j'essaierai d'être le plus condensé au possible pour que ce soit toujours aussi voilà, pour que ce soit pédagogue et intéressant, parce que si je me mets à faire un podcast de 3 heures sur la Renaissance, bon, soyons honnêtes, vous allez même pas retenir. Vous allez pas du tout retenir. Et je pense que ouais, j'essaierai de faire un mix. C'est comme tout, hein, c'est la principale difficulté, c'est parler une aussi grande période en faisant un format assez condensé. Voilà, c'est un défi que je peux me lancer. Si c'est un défi que tu me lances, que vous me lancez, je suis prêt à répondre à ce défi avec grand plaisir. Mais la réponse est oui, bien sûr, j'aborderai toutes ces grandes périodes. Et ça passe d'ailleurs à la remarque que tu m'as dit au passage sur le fait que je demandais à chaque fois des questions quand l'enregistrement était imminent. Et c'est vrai que je pourrais balancer le thème de chaque podcast et vous me posez une question que vous avez pensé, voilà, par exemple, on va reprendre la Renaissance. Je dis, voilà, prochain enregistrement imminent, le thème sera la Renaissance. Posez-moi toutes vos questions sur ce thème de la Renaissance. Je peux vous faire ça, effectivement. Comme ça, vous avez peut-être des questions sur cette période et puis ça me permettra d'y répondre, tout simplement. Et aussi, on peut poser ces questions-là, ou alors vous pouvez me poser d'autres questions. En tout cas, les questions restent libres, mais c'est vrai que ça peut être mieux si je vous donne le thème avant chaque sortie d'épisode. Comme ça vous permet que si vous avez des questions sur le thème, je puisse y répondre dans la phase de questions. Mais si vous avez d'autres questions sur d'autres choses, libre à vous de le dire aussi. Voilà, c'était un peu tout pour les questions et nous arrivons aux annonces. Les annonces, j'ai avec grand plaisir les annonces à vous faire suivantes. C'est que le podcast va
s'exporter sur d'autres plateformes. Voilà, j'ai pris la décision. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi, mais le podcast n'est que sur Spotify. Et c'est vrai que c'est un peu me mettre une balle dans le pied que de rester sur une plateforme. C'est un petit peu aussi discriminant. Parce qu'il y avait aussi des gens qui m'avaient demandé de le mettre sur d'autres plateformes et j'avais dit ouais, j'y travaille. Et en fait, j'y ai pas travaillé parce que j'avais la flemme. Enfin, en vrai, j'avais d'autres choses à faire. Mais du coup, je vous annonce que le podcast sortira maintenant sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube. Voilà, j'ai saucé partout, j'en ai mis partout. Pas de sous-entendu s'il vous plaît. Putain, je viens de me rendre compte que c'était la phrase la plus ambiguë de la Terre. Oh punaise, voilà, comment finir. Bon, ça fait quasiment 1 heure que j'y suis, donc bon, soyez un peu indulgents. Mais voilà, ça sortira sur ces plateformes-là. C'est prévu pour début janvier. Voilà, faut juste que j'ai prévu. Voilà, la chaîne YouTube a été créée. Ça permettra de faire connaître le podcast à plus de monde. Et comme ça, les gens qui n'ont pas forcément Spotify, parce qu'il y a des gens qui ont Deezer, qui ont Apple Podcast et qui m'ont dit j'aimerais bien l'écouter, mais voilà, sur Spotify, je peux pas parce qu'au bout de 5 minutes, ils me disent de souscrire ou je sais pas quoi. Enfin bref. Et je les comprends. Et c'est vrai que il faudrait peut-être que ça sorte. Et puis même sur YouTube, des fois, ça peut être mieux de l'écouter sur YouTube. Bref, dans tous les cas, je vous ai entendu, je vous ai compris, comme disait l'autre. Et donc, je vous annonce que ça sortira sur ces plateformes-là suivantes. Alors, peut-être pas le 1er janvier, mais voilà, peu de jours après le 1er janvier, 2-3 janvier. En tout cas, pour YouTube. Et puis, Deezer et Apple Podcast, il faut que je vois un peu comment ça se passe au niveau des plateformes qui diffusent d'un coup. Voilà, parce que sinon, si je upload manuellement, ça va être chiant, quoi. Donc, j'y travaille là-dessus, mais soyez-en sûrs, ça va sortir début d'année, donc je suis très fier de vous l'annoncer. Ça va évoluer un petit peu, puis voilà, puis on est reparti, on est reparti pour une nouvelle année, parce que bah voilà, on a dépassé les 100 vues, les 100 écoutes, je sais pas pourquoi je dis les 100 vues, ça m'énerve. Bref, on va conclure là-dessus. Encore une fois, merci infiniment pour ces 6 mois passés ensemble sur ce podcast. On a dépassé les 100 écoutes. Je vous remercie énormément. C'est un honneur de savoir qu'il y a des gens que vous êtes intéressés et que vous revenez régulièrement sur ce podcast. C'est que ça vous intéresse et moi, j'en suis extrêmement fier parce que voilà, je me dis, j'arrive à intéresser des gens, même après 1 heure ou 2 heures de podcast. N'hésitez pas à revenir sur les autres podcasts si vous ne les avez pas écoutés. Ils valent tous le coup de les écouter. Merci encore une fois énormément. Je sais que je vous remercie beaucoup, mais c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas imaginé, voilà, que je dépasse les 100 écoutes aussi rapidement. Je suis vraiment très, très fier de ce podcast et c'est pour ça que voilà, j'ai vu que ça vous intéressait et que j'ai décidé d'ouvrir un peu la secte Spotify à d'autres plateformes. Voilà, encore une fois, c'est, on pourrait dire mon cadeau de Noël pour vous remercier de votre implication et si je peux me le permettre, n'hésitez pas vraiment à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux, sur Instagram, sur prochainement YouTube, Deezer, Apple Podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à me donner vos retours aussi, voilà, de ce que... Voilà, tout simplement. Donnez-moi votre retour, dis-moi juste, c'est nickel, voilà, c'est tout, point barre. Moi, ça me va nickel, ça me booste, ça me donne du fuel, sachez-le, pensez-y aussi. Je sais que notamment il y a pas que Basile, mais il y en a pas mal qui en parlent autour de moi, qui me disent que c'est vraiment incroyable, mais juste en fait n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram ou même sur d'autres réseaux de communication. Mais vraiment, n'hésitez pas à me dire que c'est cool. N'hésitez pas juste à me dire le dernier épisode était vraiment cool et même me donner quelques suggestions aussi. Hein. Parce que ça me donne du fuel derrière, ça me motive, ça me booste pour en faire toujours plus pour vous et toujours plus vous régaler. Et j'ai prévu pas mal de projets pour 2025, notamment sur le podcast. La sortie sur d'autres plateformes en fait partie, parce que je sais que je vais le faire. Il y en a d'autres, c'est encore en cours de réflexion, mais vous inquiétez pas, j'y pense, j'y travaille, je réfléchis.
dans mon coin, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est de bon augure pour 2025. Donc, écoutez, sur ce, on va se laisser. Passez un très bon réveillon de la Saint-Sylvestre. Voilà. Soyez bien entourés. Je vous souhaite à tous une très bonne fin d'année 2024. Merci à tous de l'avoir partagé avec moi sur ce podcast ou même avec mes proches ou mes amis ensemble. 2024 était vraiment une année forte en tout en fait, même en émotion. Voilà, il y a des choses que j'ai pas racontées où il y a eu quelques épreuves dans ma vie, mais ça a été vraiment une année fort enrichissante pour moi, qui m'a fait gagner énormément en maturité, je dois bien vous l'admettre, en professionnalisme aussi notamment, où j'ai lancé ce podcast, je me suis lancé dans la prépa marathon, dans plus de sport, et c'était une année très 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 je sais pas, génial, juste en tout point, voilà. Même les épreuves que j'ai traversées qui sont pas forcément très agréables, ça m'a formé pour beaucoup de choses, et je vous remercie à tous, voilà, de l'avoir partagé avec moi. Vous faites partie de mon bonheur en général, que ce soit en écoutant ce podcast ou même mes amis, ma famille, etc. Même ma copine, allez, je peux le dire. Et donc, vraiment, merci à tous. Je vais arrêter parce que je parle beaucoup trop. Mais juste, c'est pour vous remercier, pour vous dire à quel point voilà, vous êtes génial, et que 2025, je l'espère, va être une année tout aussi riche, voire plus, que cette année. Et tout ça pour vous dire aussi, je me suis donné les moyens pour réaliser tous les projets que j'ai fait, que ce soit un marathon, que ce soit les rails de drone, que ce soit le podcast, que ce soit des week-ends, que sais-je. Bref, tout ce que j'ai fait dans mes rétrospectives de 2024, je l'ai fait parce que j'ai eu la volonté, j'ai eu la discipline de le faire, et que n'oubliez pas que si je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est qu'une question de volonté. Vraiment, je pensais absolument pas pouvoir lancer un podcast un jour, je pensais jamais pouvoir faire un marathon un jour. Enfin, il y a plein de choses que, il y a 5 ans, il y a 2-3 ans, je pensais jamais ne pouvoir l'obtenir. Et en fait, si on s'en donne les moyens, on peut toujours réussir. Donc c'est aussi un message de motivation pour vous. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez accomplir des projets, faites-le vraiment, faites-le, donnez-vous les moyens à fond. Je sais que j'avais parlé, désolé, je fais une petite parenthèse, mais il y avait notamment la vidéo d'Inoxtag qui était sortie sur son ascension de l'Everest. Et honnêtement, j'ai voulu la regarder la première fois, au bout de 4 minutes, je me suis arrêté, non pas parce que j'étais un rageux, mais parce qu'en fait, ça m'a donné, rien qu'en 4 minutes, ça m'a donné la motivation pour moi accomplir mes projets, en fait. Et après, je l'ai vu avec mon ami Basile. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens autour de moi, il y en a quelques-uns autour de moi, quand je leur en ai parlé, ils m'ont dit ouais, de toute façon c'est toujours le message classique, oui, il faut accomplir ses rêves, tout ça, blabla, et puis le mec il est friqué donc il peut se le permettre de faire des trucs comme ça. Mais en fait, le but de la vidéo, c'était pas de dire faites l'ascension de l'Everest, c'est juste, si vous avez des rêves, si vous avez des projets que vous n'avez pas encore fait parce qu'il y a plein de raisons, qu'elles soient légitimes ou pas, en fait, il n'est jamais trop tard pour se lancer, et ce n'est jamais impossible que de se lancer dans des projets qui ont envie de nous faire vivre, en fait, voilà, on a une flamme au fond de soi qui est sous forme d'étincelle, et en fait, il manque plus qu'à souffler, faire suffisamment d'efforts pour que ça devienne un gigantesque brasier, et que en fait on kiffe ça, on aime accomplir les rêves qu'on a toujours eus. Voilà, moi j'ai toujours eu cette envie de raconter l'histoire à d'autres personnes, et le podcast est là. Et voilà, j'ai eu peur au début comme tout le monde. Voilà, j'ai eu peur que ça intéresse personne, que ça bide ou je sais pas quoi. Et en fait, faut continuer. Il faut faire preuve de persévérance, de patience et de travail et de discipline. Et on a toujours les grâces qui en découlent, les résultats qui en découlent. Donc franchement, moi j'avais vu, franchement, si vous, de toute façon, sondez les gens autour de vous. Si vous parlez de la vidéo d'Inoxtag,
qui vous parlent de ce discours en mode ouais, de toute façon, ce discours de faut accomplir ses rêves pour être heureux, c'est du baratin, tout ça. Les écoutez pas. C'était voilà, Inoxtag, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, j'ai juste regardé juste sa vidéo parce que je le connais pas, je sais même pas qui il est, je m'en fous. Moi, j'ai juste regardé sa vidéo, ça m'a juste donné du fuel pour me motiver à continuer à faire ce que j'aime, même si ce n'est pas ce que je souhaite comme finalité. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà, le podcast, j'aimerais bien que ça prenne beaucoup plus d'envergure. Il y a plein de choses que j'aimerais faire sur ce podcast-là, mais pour l'instant, voilà, c'est pas le cas parce que, voilà, il faut que je travaille tout simplement. Et vous faites pareil. Si vous pouvez, si vous avez des rêves, que vous avez des projets, que vous avez toujours, que vous pensez depuis 2-3 ans, mais allez-y, lancez-vous. Franchement, vous aurez aucun regret que d'avoir tenté en fait. Et même si ça marche pas, tant pis, vous aurez tenté, et puis voilà, vous passez à autre chose. Vous savez que c'est pas fait pour vous, mais au moins vous ne vivez pas dans le regret. Ça, c'est vraiment quelque chose que je veux vous transmettre. Je veux pas que 2025 pour vous soit encore une année de regret en fait. Ne vivez pas encore dans le regret de ah mais j'aurais pu faire ça, j'aimerais bien faire ça. Faites-le, faites-le même si vous le faites mal, mais faites-le en fait. Donnez-vous les moyens. C'est juste ça, voilà, tout simplement. Et je sais que c'est le meilleur moyen pour avoir une vie épanouie, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Ce qu'on a toujours rêvé de faire au niveau de nos passions, voilà. Et vous avez le temps de les faire, parce que moi aussi j'ai un boulot, moi aussi j'ai la famille à gérer, j'ai la copine à gérer, j'ai les machins, voilà, on a tous nos vies, mais on trouve toujours du temps pour faire ce qu'on aime. Voilà, c'est juste si vous en trouvez pas, c'est que ça cope un peu, voilà, c'est que ça cope un peu, vous trouvez un peu des excuses. Bref, après c'est vous en face de vous. C'est vous avec vous-même. Donc voilà, tout simplement, allez-y, franchement. Vous avez vu. Prenez mon exemple. Vous avez vu ce que ça passe. J'ai lancé mon podcast. Voilà, j'ai 100 écoutes. Moi, je suis très fier de ce résultat-là et j'ai envie de continuer là-dessus. Vivez vos putains de projets, les gars. Voilà. Accomplissez vos projets, accomplissez vos rêves. Même si ça doit prendre 10-20 ans, commencez maintenant. Voilà. C'est le message que je voulais vous faire passer. Désolé, c'est un petit peu digressé. Ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu, mais je pense que c'est une belle conclusion en 2024. Merci encore pour tout ce que vous avez, pour votre participation, pour votre implication. Merci d'avoir partagé cette année 2024 avec moi, que ça peut être 1 mois, 2, 3, 6 mois, 15 ans, bref. Merci à vous. Je vous souhaite à tous un très bon réveillon 2024 et là, je peux le dire comme un gros beauf, à l'année prochaine. Allez, portez-vous bien et à l'année prochaine. Ciao, ciao.